Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à vous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Et je fais une vidéo sur la nationalisation des mines d'uranium au Niger. Voilà. Le Niger, il y a quelques semaines, a procédé à la nationalisation des mines d'uranium de l'Aïr, dont la société Somaïr a été nationalisée et est désormais la propriété à 100% de l'État du Niger. J'aurai l'occasion de lire le communiqué qui a la nationalisation, mais avant ça, je vous prie d'écouter un élément sonore de la radio et télévision du Niger sur le décret qui commente le décret de nationalisation. C'est plus pertinent. Le décret de nationalisation, on va le lire et on va l'analyser dans une prochaine vidéo parce que ça nous permettra de parler du sommet sur l'énergie nucléaire et l'électricité nucléaire qui a eu lieu à Kigali au Rwanda, dont prenait part le Premier ministre du Niger, le Premier ministre du Rwanda et beaucoup d'autres leaders africains, parce qu'aujourd'hui, les pays africains commencent à penser qu'il faut créer des mini-centrales nucléaires pour développer l'énergie nucléaire qui permet de produire, comme on dit, large scale. On l'a vu lors du sommet Russie-Afrique, où le président russe avait accordé la disponibilité de son pays pour pouvoir construire, voilà, des centrales nucléaires en Afrique. Mais également la Chine, qui a également dit, voilà, nous sommes disposés à construire des centrales nucléaires en Afrique. Mais donc aujourd'hui, le Niger a certainement d'autres partenaires qui peuvent lui apporter l'assistance technique pour pouvoir donner une autre orientation. Donc, je vous prie d'abord d'écouter parce que beaucoup de choses ont été dites sur la toile, mais moi j'aimerais d'abord qu'on écoute ce que eux, les Nigériens, disent, parce que c'est sur leur territoire l'uranium. C'est leur uranium, c'est ce que Dieu leur a donné à eux, à leurs ancêtres. Qu'est-ce que eux ils disent d'abord? Donc écoutons ce qu'ils disent et puis on reviendra pour faire une brève analyse. Voilà. Décidant en toute souveraineté de nationaliser la société des mines de l'Aïr à Somaïr, l'État du Niger rend tout simplement justice au peuple nigérien, lui dont les droits ont été spoliés pendant plus d'un demi-siècle d'exploitation éhontée d'une ressource stratégique, l'uranium, pourtant censé procurer le bonheur aux Nigériens. L'uranium nigérien devait en effet, dans l'imaginaire collectif, créer un Eldorado pour le Niger, transformant le pays en une nation prospère. Mais la réalité a été plus complexe car l'exploitation de l'uranium a laissé des populations en situation de pauvreté et le pays est devenu pendant des années vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux et dépendant de l'exportation de son uranium qui en vérité profite largement à la France où une ampoule sur 3 s'allume grâce à l'uranium du Niger, pendant que ce dernier doit faire face à d'importants défis d'approvisionnement en énergie électrique. En outre, l'extraction de l'uranium a eu des conséquences environnementales dévastatrices, notamment sur la faune, la flore et les ressources en eau du Niger. À cet égard, la ville d'Arlit est aujourd'hui un exemple de ville martyre confrontée à de nombreux défis économiques et sociaux. Son aérodrome, par exemple, censé être parmi les plus importants du pays, n'a fait l'objet d'aucun investissement majeur de la part des sociétés minières françaises, pas plus que la RTA, la route pourtant dite de l'uranium, qui, depuis de très longues années, n'a jamais bénéficié de la moindre attention de ces mêmes sociétés. L'état dans lequel se trouve aujourd'hui la RTA est suffisamment révélateur. L'action parle d'elle-même et n'a pas besoin d'être expliquée davantage. Au regard de tout ce qui précède, il n'est que normal et même légitime que l'État du Niger nationalise une société au comportement irresponsable, propriété par ailleurs de l'État français, dont l'hostilité à l'égard du Niger est bien connue et dont le soutien au terrorisme au Sahel ne fait plus l'ombre d'un doute. En agissant ainsi, l'État du Niger récupère tout simplement son dû et
jouissance optimale des richesses de son sous-sol par les Nigériens, en droite ligne de la politique du président Abdraman Tchani, prônant notre souveraineté sur les richesses de notre sous-sol. Voilà. Je m'arrête là. Donc, vous avez compris, en gros, les motivations de l'État du Niger, ce qui les a amenés à nationaliser la société des mines de l'Aïr, donc qui est la plus grande mine d'Afrique. Cette mine était exploitée par une société étrangère. Les Nigérians, quand vous regardez la vidéo, ça fait vraiment mal. C'est dommage parce qu'on ne peut pas montrer la vidéo là à l'écran, mais ça fait vraiment mal. Vous voyez que la vidéo, en fait, vous montre un paysage où les ressources en eau sont complètement polluées, où la radioactivité est terrible. Ça veut dire que la radioactivité est telle que si on dépose un plat qu'utilise un habitant d'Arlit dans une pièce ici ou ailleurs, la pièce sera contaminée tout de suite et les gens risquent même de décéder. L'aérodrome, quand vous voyez par exemple le Katanga, quand Moïse Katombi était gouverneur, comment ils ont refait l'aéroport de Lumumbashi, le port sec de Kasumbalesa, les routes bitumées, etc. Vous n'avez rien de tout ça au Niger. L'état de la route, ça n'existe pas. Ce sont des routes en terre où vous roulez dans la poussière et le gravier. Il n'y a pas d'aérodrome. C'est une piste en terre battue. Donc, ce sont des petits avions qui atterrissent en terre battue. Donc, aucun investissement n'a été fait pour permettre aux populations locales, voilà, de pouvoir bénéficier, voilà, des richesses de leur sol. Et ça a été vraiment grave. Bon, pour l'instant, les sons ne disons pas encore. Mais je veux dire que c'est bien parce que dans les think tanks aux États-Unis, une parole forte a été portée par des universitaires africains qui avaient porté une parole forte en disant, voilà, l'Afrique, est-ce que l'Afrique peut se développer si ses ressources sont pillées? Parce qu'ils se disaient à l'époque que le Niger, sur $200 le kilo, le Niger ne percevait que 2 centimes. 2 centimes. 2 centimes. Donc je passe, ça fait 1/1000 de ce que devait rapporter l'uranium. Et aujourd'hui, les efforts sont faits parce que à partir du moment où il y a la nationalisation, ça change la donne. D'abord, il faut préciser une chose. La nationalisation d'une entreprise, ça n'a pas commencé au Niger. Même ici aux États-Unis, l'État nationalise les entreprises. Quand il y a eu la crise de 2008, les Ford, GM, tout ça, ont commis des fautes de gestion pour éviter des licenciements et tout. L'État a nationalisé ces entreprises. Il les a recapitalisées. Il a nommé un manager avec un cahier de charges pour relancer l'entreprise, pour sortir des gros véhicules, fabriquer des petits véhicules, etc., qui consomment moins d'énergie avec pour objectif de réduire les gaz à effet de serre, etc. Donc, la nationalisation a été utilisée dans des pays comme la Chine. La nationalisation a été utilisée en France. Rappelons que quand François Mitterrand arrive, certaines entreprises qui avaient été confiées au privé et qui battaient de l'aile furent nationalisées dans un premier temps, restructurées avant d'être privatisées. Quand on dit restructurer, ça veut dire recapitaliser, faire un audit social, et rajeunir le personnel, acquérir d'autres technologies pour pouvoir augmenter la compétitivité et la productivité de l'entreprise, renouveler le matériel, instaurer les normes environnementales et mettre dans le cahier des charges des investissements pour pouvoir améliorer l'espace où les gens vivent et travaillent. Ça veut dire des aérodromes. On a vu Moïse Katombi, à l'époque où il était gouverneur du Katanga, faire ça quand il est devenu gouverneur. Refaire les aéroports, faire les routes qui mènent par exemple pour désenclaver, etc. Construire une ligne de chemin de fer pour que la route ne s'épuise pas, etc., etc. Et optimiser les revenus issus de la vente de l'uranium, etc. Et éventuellement mettre un pied dans le retraitement de l'uranium, etc. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Éventuellement même ouvrir une école où on apprend aux gens progressivement comment construire des centrales nucléaires à l'uranium. Parce que si les Chinois
qui à 30 ans ne construisait pas de centrales nucléaires, aujourd'hui sont parmi les champions de la construction des centrales nucléaires. Il n'y a pas de raison que les Africains nous disent qu'eux, ils ne peuvent pas en construire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, là-dessus, je peux dire qu'on voit comment ça se passe, comment c'est en train de se passer au Niger. On voit les activités de ces personnes-là. On voit ce qu'elles sont capables de faire. Et c'est une bonne chose. Donc, le gouvernement du Niger a donc pris la décision de nationaliser cette entreprise. La nationalisation de cette entreprise n'est pas forcément une activité hostile. La nationalisation de cette entreprise, c'est de reprendre en main d'abord le contrôle des revenus. Quand on dit contrôle des revenus, ça veut dire contrôle des quantités, contrôle des produits et contrôle de l'argent issu de la vente des produits sortant de cette mine-là. Le gouvernement nigérien a dû faire un audit qui révèle que peut-être le pays ne perçoit même pas un centième de ce qui est sorti de ces mines-là. C'est-à-dire que un centième des revenus de la vente de ces minerais n'arrive même pas au Niger ou dans les banques du Niger. Parce que si par exemple le Niger exporte, je dis n'importe quoi, 20 000 tonnes et que la tonne est à 200 000, donc 1000 tonnes ça va faire 200 millions, 10 000 tonnes ça va faire 2 milliards par exemple, je dis n'importe quoi, disons 10 000 tonnes, ça va faire 2 milliards, donc ça peut faire 1000 milliards. Supposez que les 1000 milliards soient logés dans le compte des banques nigériennes en termes de dépôt. Avec ces dépôts-là seulement, les banques nigériennes pourraient faire des crédits pour pouvoir permettre à leurs entreprises de développer l'agriculture, pas de développer l'agriculture, de développer l'agro-industrie, dont la transformation des produits agricoles, de développer d'autres secteurs, la cimenterie, la sidérurgie, la construction, etc., 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 les assurances, etc. Donc, première chose, les revenus. Les revenus. Deuxième chose, l'environnement. Parce que quand on regarde les vidéos, c'est pour ça que j'ai choisi de commencer par la vidéo avant de lire le texte du CNSP. Il y a eu une grosse défaillance dans la stratégie de l'environnement. Les nappes d'eau ont été polluées par les rejets de la mine d'Aïr. La radioactivité dans le coin est énorme. On voit qu'il n'y a pas un travail de fond qui a été fait pour pouvoir régler les problèmes de l'environnement. Or, quand vous regardez aujourd'hui, même aux États-Unis, vous ne pouvez pas faire ça. L'une des raisons qui font que l'industrie est chère à exploiter aux États-Unis, je sais de quoi je parle, on est en train de travailler sur un projet industriel. L'une des raisons pour laquelle l'industrie est chère aux États-Unis, c'est pas la main-d'œuvre, c'est la réglementation. Parce que quand vous construisez une zone industrielle, avant de rejeter l'eau, vous devez la retraiter. Si vous utilisez l'eau, l'eau doit absolument être traitée avant d'être rejetée. Les ordures, c'est-à-dire que même les palettes, vous devez payer pour donner les palettes à une entreprise qui collectionne les palettes et va les recycler avant de les donner et les traiter. Voilà. Ce qui coûte cher, c'est l'environnement. Les ordures ménagères, vous devez payer pour qu'on les enlève. Les palettes, vous payez pour qu'on les enlève. L'eau, vous la faites traiter avant de la rejeter, etc., etc. Il y a énormément de règles sur l'environnement. Et le fait que vous ne respectez pas ces règles, ça débouche sur une pénalité qui peut vous écouler. Sans compter les non-actions en civil, sans compter les actions au pénal. Donc, ce n'est pas souvent le cas en Afrique. Ceux qui de ma génération savent la ville de Douala, ce qu'on appelle CCC. Il y a une rivière qui est devenue tout noire. C'est le rejet des produits chimiques, la CCC, parce que CCC ne traite pas les eaux avant de les rejeter. Donc, la conséquence, c'est que ça a tué toute la faune et ça a tué carrément le cours d'eau. Et malheureusement aussi, les populations, voyant que le cours d'eau était mort, ont remblé pour construire. Donc, le cours d'eau n'existe presque plus. Donc, quand il pleut, l'eau n'a pas de passage, c'est l'inondation. On peut un peu sortir de Douala pour aller vers Yaoundé. Donc, ça, l'État doit reprendre la main, peut-être pour essayer de corriger les problèmes environnementaux qui n'ont pas été corrigés par le partenaire qui était là. La rémunération, le traitement des travailleurs nigériens sur ces sites. On s'aperçoit, moi j'ai suivi d'autres vidéos, où on vous dit que voilà, quelqu'un qui venait travailler là avait 10 millions par mois, plus 50 millions, donc le type se retrouve avec un traitement de 300 millions. Quand le Nigérien qui transpire
parce qu'il travaille 12 heures par jour pendant 6 jours, se retrouve avec un traitement pendant 72 heures par semaine, se retrouve avec un traitement de 120 000 francs par mois. C'est vraiment que c'est un capitalisme inhumain. Je veux dire, je peux énumérer encore davantage de griefs sur le transport et beaucoup d'autres choses. Et dans ce contexte-là, l'État du Niger, la corruption, il y a beaucoup de choses. Dans ce contexte, l'État du Niger a dit non, ça suffit. Désormais, nous reprenons la main, nous nationalisons et nous signons des partenariats avec d'autres pays pour pouvoir optimiser l'utilisation de nos et le développement de cette mine-là. Donc, je reviendrai, donc je souhaitais déjà expliquer ça, pourquoi est-ce que ça a été nationalisé. Je reviendrai pour relire le communiqué qui engage la nationalisation et vous expliquer encore davantage. Et puis après, on fera une vidéo pour parler des perspectives du développement du nucléaire sur le continent africain, notamment après le sommet qui s'est tenu au Rwanda. Parce que vous savez tous, comme moi, que l'un des enjeux les plus importants en Afrique, c'est l'énergie. Voilà la raison pour laquelle l'économie ne se développe pas en termes de consommation, en termes de production, en termes de qualité de vie, c'est l'énergie. Voilà. On en reparlera. Je vous remercie. Je vous prie, tous ceux qui ont suivi ma vidéo, je vous prie de vous abonner à notre chaîne, de soutenir le développement de notre chaîne en donnant 1 ou 2 $ tous les mois pour soutenir le développement de notre chaîne, de partager la vidéo pour que le plus grand nombre puisse avoir accès, de mettre un like pour que le maximum de YouTube puisse recommander la vidéo au maximum de personnes. Passez une bonne et agréable semaine. Bye.